salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors le cinéma russe, tu vas voir que c'est un cinéma qui se divise pas mal en deux parties. Tu vas avoir, pas dans la vidéo, hein, je veux dire le cinéma en tant que tel. D'abord, il y a la partie soviétique. Pendant l'URSS, le cinéma était vu d'une certaine manière avec la nomenclatura, par exemple, je prononce peut-être mal, mais c'est comme ça. Je suis pas russe. C'est-à-dire, en fait, une vision qui était donnée directement par le gouvernement de l'époque. Je sais plus, en tout cas, voyons leur consortium, je sais plus comment ils s'appelaient. Les gars qui étaient. Comment ça s'appelait déjà? Parti communiste, en tout cas, ils avaient un. C'était quoi leur terme? Je m'en souviens. Je cherche juste Ouais. secrétariat en tête. Ouais, c'est ça, en tout cas, on sait de quoi je parle, là, tout le monde sait de quoi je parle, bref. Donc c'est ça, le gouvernement, on va appeler ça comme ça, je me souviens plus du terme exact, décider de comment les films allaient être filmés, de quel sujet ils devaient être traités et de quelle manière ils devaient être traités. Il n'y avait absolument aucune liberté créative, clairement pas. C'était des sujets qui n'étaient pas choisis par toi la plupart du temps, ou s'ils étaient choisis par toi, il fallait que ce soit accepté par le gouvernement, du coup. Et après ça, tu as l'ère cinématographique russe, après post-soviétique, donc à partir de 1990. À partir de 1990, là, il y a eu beaucoup plus de liberté artistique et créative, et ça a été un cinéma différent. Donc on voit qu'il y a deux tendances dans le cinéma russe complètement différentes l'une de l'autre. Et c'est sûr que je ne vais pas traiter tous les films qui sont sortis, et je vais traiter quand même les films les plus importants, surtout pour l'ère soviétique. Et à l'heure actuelle, donc les films les plus importants dans cette partie-là, et à l'heure actuelle, dans ce qui est post-soviétique à partir de 1990, quelques réalisateurs, quelques créateurs cinématographiques qui d'après moi, hein, c'est toujours ça les vidéos, tu le sais depuis que tu regardes, qui d'après moi ont une importance quand même importante sur la scène à la fois russe et peut-être même internationale. Internationale même carrément. Donc on va voir ça tout de suite par ordre chronologique naturellement. Le cinéma russe a commencé en fait vers 1896 pour donner un petit cours d'histoire ultra rapide. Parce qu'en 1896 a été projeté en Russie le film des Frères Lumière. Donc c'est vraiment les balbutiements du cinéma. Il faisait le tour du monde. Et évidemment en Russie, comme partout, un petit peu à travers le monde, les gens ont été émerveillés. Et plus particulièrement à ce moment-là, ceux qui faisaient partie, comment dire, les chefs d'État russes. Et ils ont tout de suite demandé à des envoyés en fait, des Frères Lumière de réaliser le couronnement de Nicolas II au Kremlin. Donc c'est le premier véritable film russe qui n'a pas été fait par des Russes, qui a été fait par les envoyés des Frères Lumière, mais sur un sujet typiquement russe, qui a été fait en Russie à jamais. Donc le premier film, c'est vraiment le couronnement de Nicolas II au Kremlin. Après ça, je vais passer toute l'ère, j'en parlerai pas, du film muet qui a pu y avoir en Russie à ce moment-là, etc., etc. Il y a eu énormément de choses qui se sont faites, mais qui ont toujours été, comme je le disais au début de la vidéo, par rapport au gouvernement, mais c'était les tsars, c'était les rois russes, il y avait toujours quand même une directive, et encore plus après l'avènement du communisme. Premier cinéaste dont je parlerai, c'est Sergei Eisenstein. Alors Sergei Eisenstein, il a fait plusieurs films connus, dont notamment en 1925, par exemple, Le cuirassé Potemkin, qui est un film qui, comment dire, donc c'est sur un cuirassé, il y a une révolte, etc. Et ça fait référence à la révolte des bolcheviks. Donc ça s'inscrit énormément dans l'histoire contemporaine de l'époque, comment dire, russe. Mais de lui, je retiendrai, même s'il a une filmographie pardon, ultra large, énormément de films, de lui, je retiendrai Ivan le Terrible, ce film-là, qu'il faudrait que tu vois si tu l'as pas vu. Je te donne pas un ordre, là, tu fais comme tu veux, mais c'est un grand film, ça fait partie quand même de l'histoire du cinéma. Qui a été un petit peu reconnu d'ailleurs à l'international, il faut le dire, donc pour l'époque c'était quand même pas mal, parce qu'on parle là des années 40. Donc Sergei Eisenstein fait ce film-là. Première partie de ce film-là sort en 1945. Ça fonctionne très très bien. Staline, qui était à l'époque donc le chef du gouvernement du parti communiste,
adore le film parce que cette partie-là parle de en fait Ivan IV, qui était donc une personnalité historique russe, qui est un tsar fastueux, unificateur, chef de guerre de grande qualité. Staline s'identifie à ce personnage-là, il adore le film, donc le film est mis sur un piédestal, il fait le tour du monde, très grand film, majestueux, tout ce que tu veux, fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Parce que Ivan le Terrible a été divisé normalement en trois parties. La troisième partie n'ayant jamais vu le jour. Entre la première et la deuxième partie, Sergei Eisenstein devient un peu le boss, mais peut-être un petit peu avant, mais il devient un petit peu le boss de Studio Mosfilm, qui est la partie cinématographique que j'appellerais gouvernementale. On fait des films préhachés pour le gouvernement, de la manière que le gouvernement veut que les films soient vus par le public. Okay, ça représente littéralement l'esprit du gouvernement, c'est ça qu'on veut. Donc lui est là-dedans. Il sort sa deuxième partie, qui évidemment, je parlais de la nomenclatura tout à l'heure, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je ne suis pas russe encore une fois, qui évidemment est toujours vue de toute façon avant qu'elle soit diffusée au public par ceux qui représentent le gouvernement ou Staline lui-même à l'époque. Donc il fait la deuxième partie. Là, la deuxième partie, ça passe tout de suite beaucoup plus mal parce que c'est quand même un film historique, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc ça montre un Ivan qui est plus vieillissant, qui exerce le pouvoir de manière despotique, qui est sabré par les années, qui est limite un petit peu fou quand même, un petit peu cinglé. Donc là, c'est sûr que tu comprends tout de suite que la première partie, ça fonctionne avec Staline, mais la deuxième, pas du tout, quoi. Non, mais moi, je vois ça, en tout cas, c'est ce que Staline il se disait, moi, je vois ça comme une métaphore de mon propre pouvoir. Il est hors de question que les gens me perçoivent sous ce jour-là, donc oublie le film. Ce qui fait que le film ne sort pas, bien qu'il ait été fait, je pense que c'était en 46, c'est quand même vraiment pas longtemps après, quasiment tout de suite après. Le film n'est jamais sorti, mais il a été tourné. Dans ce film-là, dans cette deuxième partie, ce qui est il est jamais sorti. Il est jamais sorti à l'époque, je veux revenir là-dessus. Dans ce film-là, quand même, un effet assez notable, c'est que tu as deux scènes qui sont en couleur. Ça, c'est assez cool aussi à savoir. Et finalement, Sergei Eisenstein, à partir de ce moment-là, précisément, le rejet de la deuxième partie, sa carrière est finie. C'était un des plus grands réalisateurs russes de l'époque qui avait fait énormément de films. Je n'ai pas cité ses films, mais il en a fait énormément. Tu peux aller voir sur internet toute sa filmographie, c'est quand même assez impressionnant. Mais Staline, là complètement, c'est fini pour toi, terminé, tu feras plus jamais de film de ta vie. Le gars avait déjà fait une crise cardiaque, pour parler peut-être un petit peu plus de sa biographie vite fait, mais en tout cas de fin de vie, on va dire. Il avait fait une crise cardiaque en 46 pendant le tournage de la partie 2, et il est mort d'une crise cardiaque en 48. Donc celle-là, il était seul, c'est-à-dire que bon, il était avec sa famille, etc. Mais au niveau du cinéma, il n'y a plus personne qui voulait lui adresser la parole, quoi. C'était fini pour lui. Faut dire, petite parenthèse sur Sergei Eisenstein, dans les années 30, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais il était allé à Hollywood parce qu'à l'époque, la Russie envoyait un petit peu ses dignitaires partout à travers le monde pour montrer qu'est-ce que eux ils faisaient d'exceptionnel. Il y a une mouche qui me tourne autour. Qu'est-ce qu'eux ils faisaient d'exceptionnel, comment l'URSS était glorieuse. À Hollywood, il a failli se faire embaucher et travailler aux États-Unis. Donc il y avait 2-3 projets dont je ne me souviens plus exactement des noms, sur lesquels les producteurs américains lui avaient donné l'opportunité de travailler. Et finalement, ils ne l'ont pas retenu et ils n'ont pas fait aboutir ces projets-là. Ils l'ont même viré des studios parce qu'ils trouvaient que les films étaient trop à tendance sociale et pas assez à tendance marketing, argent, pognon. Donc c'était pas assez, voilà, ça n'allait pas gagner suffisamment d'argent selon eux. Maintenant, peut-être qu'ils se plantaient, sûrement. Le studio hollywoodien, on sait un peu comment ça marche. Surtout à l'heure actuelle, des fois ils font des films. Quand le producteur se remet dans le scénario, il commence à toucher tout ça, puis qu'il dit ouais, non, mais moi j'ai une vision différente, puis on va faire ça avec ceci ou cela. Ouais, finalement, la plupart du temps, ça finit toujours en pas super bon film. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Donc, c'est ça, lui, ça clôture pas mal sa carrière. Alors, la partie 3, donc il y a 2 scènes qui ont été tournées et qui n'ont jamais vraiment vu le jour. Donc, il n'y aura jamais de partie 3. On n'en saura jamais comment ça se termine finalement, Ivan le Terrible. La partie 2 a été diffusée finalement en 1958. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est mort en 48, donc 10 ans après sa mort.
La partie 2 a finalement été diffusée, qui est tout aussi bonne que la partie 1 et qui est accessible évidemment à l'heure actuelle sans aucun problème. Donc c'est ça, c'est ce qui va clôturer ce dont je voulais parler sur Sergei Eisenstein, qui a eu une fin terrible, comme Ivan Terrible. Très mauvais jeu de mots. Désolé. Évidemment, je peux pas ne pas parler de Guerre et paix en 1966 de Sergei Bondarchuk. Je ne sais pas si j'ai bien dit son nom. Désolé. J'ai pas l'esprit très très russe. Je suis pas russe du tout, donc c'est ça. Je le prononce comme je peux. Désolé pour la prononciation. Donc ce film-là, évidemment, est ultra connu aussi. C'est une énorme fresque historique adaptée de 4 romans de Tolstoï. Ça veut dire que le film a été fait en 2 parties. On est vraiment là presque dans le péplum. Là, c'est vraiment des fresques historiques monumentales. Hein, le péplum style Bénur qui dure, ou je sais plus, Moïse, là, qui dure, les 10 commandements, qui durent 3 millions d'années. Bref, on est un peu là-dedans. Donc là, on voit un film en 2 parties. Première partie, 4 heures pour le volume 1, 3h10 pour le volume 2. C'est quand même assez conséquent. Puis je pense que là-dedans, en plus, ça a été coupé. Dans le film, il y a 300 rôles. 300 rôles. C'est gigantesque. Le budget le plus cher de toute l'URSS à l'époque, c'est-à-dire 8 millions de roubles, soit 9 millions de dollars. C'est monumental pour l'époque. Encore dit monumental, j'adore ça. Le film a eu une influence considérable aussi pour l'époque sur le monde. C'est ce que je disais en début de vidéo. Hein. C'est ce qui se passe en URSS, mais qui a quand même eu une ouverture sur le reste du monde, puisque on est quand même à l'époque de la guerre froide et le bloc URSS est pas mal fermé sur lui-même. Ben, ce film-là a quand même été ouvert sur le monde. C'est une fresque historique. C'est l'histoire pendant les guerres napoléoniennes entre 1805 et 1812 à peu près. Ça se passe dans ces époques-là. Je suis donné des dates hyper précises, je dis à peu près. 1812. Bref, tu comprends, début 1800. C'est un jeune prince russe. C'est son histoire à travers son épopée, à travers ces moments de guerre-là. Et tu vas avoir tous les sujets qui sont un peu évoqués dans ces fresques historiques à rallonge. Donc les conflits politiques, les conflits sociaux. Il y a même une histoire d'amour un peu tumultueuse où lui est amoureux d'une personne, mais à l'époque, c'est l'époque des rois. Et tu ne décides pas avec qui tu vas te marier. Hein. On décide avec qui tu vas te marier pour avoir des accords politiques, etc. C'est un gros mix en fait de toutes ces choses-là que je viens de parler. Et c'est ça, c'est Guerre et paix, 1966, évidemment, c'est un des plus grands films de l'époque en URSS, donc on ne peut pas passer à côté de ce film-là, définitivement pas. Nikita Mikhalkov ou Miralkov, je sais plus comment on prononce exactement le cas. Moi j'ai fait du russe, malheureusement, malheureusement quand même. Quand j'étais en terminale en France, parce que j'avais le choix en fait en 3e langue entre russe ou grec. J'ai pris un peu au hasard, mais j'aurais dû prendre grec. Donc à l'heure actuelle, je sais lire le russe, mais je comprends rien de ce que ça veut dire. Je sais juste lire l'alphabet. Mais lui, du coup, je sais pas si on prononce Mikhalkov ou Mikhalkov, je suis pas sûr. Mais en tout cas. Lui, c'est un réalisateur que je connais quand même assez bien. J'ai vu quelques-uns de ses films, notamment Soleil Trompeur, qui est un des premiers films que j'avais vu de lui et qui, d'après moi, est un de ses plus grands films. Qui est un de ses plus grands films, d'après moi, oui, sûrement, sans équivoque. Lui, il émerge, ce réalisateur-là, justement, lui, il est issu vraiment d'une famille aristocratique qui baigne dans l'art, etc., plein de pognon. Donc il n'y a pas eu trop de mal quand même à émerger dans le milieu du cinéma. Lui, il sort dans le milieu du cinéma juste après la dislocation de l'URSS, c'est là que commence véritablement sa carrière. Même s'il a commencé son premier long métrage en 1974. Ça a été l'année de son premier long métrage. Si tu regardes sa filmographie, tu vas le voir en détail. C'est un gars qui est aussi bien réalisateur, acteur, scénariste que producteur sur ses films. Pas tous ses films. Il n'est pas acteur dans tous ses films, mais dans la plupart. Et dans quasiment tous, il est, dans tous, il est réalisateur, scénariste et producteur. Donc en 1974, son premier long métrage, mais son premier film notable, c'est après la dislocation de l'URSS en 1991, Urga, ça s'appelait, qui est en fait la rencontre, grosso modo, c'est le logline, c'est la rencontre entre un berger mongol et un camionneur russe. Donc c'est le clash un petit peu des identités complètement différentes et comment ils essayent de se comprendre en dépit de
de leur différence. Ce film-là, évidemment, c'est ce qui débute sa carrière parce que ça reçoit le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1991. C'est là qu'il commence véritablement à devenir connu. Et après ça, on tombe tout de suite avec Soleil Trompeur en 1994, sa filmographie plus importante. Mais ces deux films-là, je voulais en parler parce que c'est des films qui sont, d'après moi, et j'en suis même certain, les plus notables dans sa filmographie, ceux qui sont le plus importants. Soleil Trompeur, qui est un très très bon film. Je l'ai vu, tu peux le voir si tu veux, si tu as le temps à un moment donné, ça vaut la peine. L'action se déroule durant les grandes purges en 1930 en URSS, donc on voit un petit peu le climat qu'il pouvait y avoir, ce que les gens subissaient, la pression aussi bien physique, je dirais, mais surtout psychologique. Ce film-là obtient le Grand Prix du Festival de Cannes en 1994 et l'Oscar du meilleur film étranger en 1995. C'est un très très grand film selon moi. Nikita Mikhalkov détient le premier rôle. Encore une fois, si tu veux aller le voir, tu perdras pas ton temps. C'est quand même un très très bon film. Il a fait deux suites à ça, je ne le savais pas. Soleil Trompeur 2, 2 points l'Exode en 2010, et Soleil Trompeur 3, 2 points la Citadelle en 2011, donc quand même longtemps après 95, 94, c'est passé du temps. Maintenant, qui est Nikita Mikhalkov exactement sur la scène russe? C'est quelqu'un de très très important. D'abord, c'est le meilleur ami de Poutine, donc c'est sûr que là déjà... ça part bien pour être important. Si ton meilleur ami c'est le chef du gouvernement actuel, c'est pas si mal. C'est lui qui portait le drapeau en fait pendant les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Et c'est aussi lui qui a réalisé le petit film. Il y a toujours un petit film dans les Jeux Olympiques qui diffuse, etc. Une sorte de film propagande je dirais, du pays qui reçoit les autres. Bon, c'est comme ça, c'est cool. Tu découvres un peu Tokyo, le Brésil, etc. C'est le fun. Et bref, lui, il avait fait le petit film sur la Russie. Il possède une chaîne de télé là-bas qui s'appelle Bezongon, je pense que je prononce bien. C'est une chaîne qui est consacrée à sa promotion personnelle uniquement. C'est assez hallucinant. Dedans, il parle de mensonges occidentaux et il est un activiste pro-russe. Il a même, je pense, c'était en 2007, il me semble, de mémoire, il a même quitté une sorte, je me souviens plus du nom exactement, mais une sorte de consortium cinématographique comme il y en existe un petit peu partout dans le monde, de regroupement de cinéastes qui sont là pour la diversité culturelle dans le pays, et essayer de promouvoir un petit peu toutes sortes de films. Il a quitté, c'était le chef c'était le boss, on va dire, le gars qui a été élu pour être le boss de ce consortium-là. Il a claqué la porte en disant que c'était pas suffisamment pro-russe. Donc on voit qu'il est très très... c'est ça. Il possède beaucoup d'actifs, il possède des vignes, il possède des biens immobiliers, il possède du matériel forestier, il y a même des productions de diamants qui sont à lui. C'est assez hallucinant. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui est très important en Russie, très très important, c'est une figure médiatique très connue des Russes, c'est pas n'importe qui. Mais moi, je retiendrai plus, évidemment, son premier film qui l'a fait connaître, Urga, comme je disais tout à l'heure, en 91, et Soleil Trompeur en 94, qui sont des films à caractère social très fort, qui remettent en question un petit peu l'état d'esprit russe de l'époque et comment ça fonctionnait. Et je trouve que c'était des très très bons films, même si lui, il correspond peut-être pas à ce que moi j'attends d'un être humain, mais ça c'est mon opinion personnelle, chacun a le droit à son opinion. Bref, ces deux films-là sont très très notables. Après, pour le reste de sa filmographie, c'est bof, plus ou moins. Mais bien que j'ai pas vu tous ces films encore une fois, mais j'en ai vu quelques-uns et, bon, et j'ai vu les autres de quoi ils traitaient, c'était à peu près le même type de sujet. Mais ces deux films-là sont vraiment vraiment intéressants. Je regarderai peut-être Soleil Trompeur 2 et 3. Je savais pas qu'ils existaient, donc ça va faire partie des prochains films que j'aurai à voir. On verra s'il a continué dans la même ligne directrice que le premier en 94. Je continuerai avec Pavel Longin. Pavel Longin, en fait, lui, évidemment, c'est un russe, mais il fait beaucoup de coproductions franco-russes. Il va tout le temps chercher un petit peu de l'argent en France pour faire la plupart de ses productions cinématographiques. Pavel Longin, il devient connu en 1990 avec, encore une fois, c'est toujours pas mal, la même année 90, dislocation de l'URSS. Et là, on voit qu'il y a une créativité cinématographique qui a pu émerger. Les gens ont pu enfin dire ce qu'ils voulaient sans devoir se reporter directement à l'État, au gouvernement, et essayer de faire approuver le contenu de ce qu'ils voulaient
simplement exprimé à travers leurs films. Donc Pavel Longin, son premier film notable en 1990, Taxi Blues, ça remporte le prix de la mise en scène à Cannes. L'histoire, c'est de l'amitié, en fait. C'est assez cool comme film. C'est l'amitié entre un chauffeur de taxi qui regrette l'ère communiste. Lui, il aimait ça quand il y avait... Et un saxophoniste alcoolique et irresponsable. Et ces deux gars-là se rencontrent et ils développent ensemble une relation amicale, amour-haine. Ils s'aiment puis ils se détestent. En fait, le saxophoniste s'en va loger chez lui, puis finalement, il claque la porte, il lui vole je sais plus quoi, il devient une star, l'autre essaye de le retrouver, et il se raccommode. En tout cas, il y a toute une histoire autour. C'est assez bien fait, c'est assez comique, c'est assez drôle. Pourquoi pas, c'est à voir. Autre petit élément notable, je vais en venir après avec la partie la plus importante pour moi, pour Pavel Longin. Il a fait une série télé qui s'appelait Rodina, il y a eu une seule saison en 2015, et ça c'était l'adaptation d'une série télé israélienne qui s'appelait Atufim, ou Atufim, je ne sais pas comment on prononce encore, en israélien, en hébreu, et elle-même avait été adaptée aux États-Unis et était devenue la série Homeland avec Claire Danes, que tu connais sûrement. Je pense qu'elle continue, c'est pas arrêté cette série-là. Donc il y a eu une autre adaptation finalement de Homeland, si tu voulais savoir, en Russie. Donc c'est quand même intéressant de le savoir aussi, c'est assez cool, c'est une bonne idée. Le film que je retiendrai de Pavel Longin, c'est Luna Park en 1992, donc c'est le film qui suit directement Taxi Blues. Ça, d'après moi, c'est un film qui fait partie réellement de l'histoire du cinéma, et plus particulièrement de l'histoire du cinéma russe, naturellement. Ça traite des sujets vraiment importants, c'est super bien joué, c'est très bien réalisé. Le logline, encore une fois, c'est une production franco-russe. Le logline, c'est l'histoire d'Oleg, qui est un bodybuilder, un gars super baraqué. C'est le chef, en fait, d'une bande de skinheads, encore une fois, un peu la même idée, qui s'accroche aux vieilles idées communistes et au bloc communiste, comment il était fait à l'époque. Et il apprend, ce gars-là, donc on voit tous ses méfaits au début, ils sont quand même assez violents, il apprend que son père, en fait, est un juif, bohémien juif. Donc déjà, ça le fout hors de lui. Et puis, première chose qu'il fait, c'est de retrouver son père, de repartir sur les traces de son père. Il pensait que c'était un héros de guerre à la base, puis finalement, il s'est rendu compte que c'était un gros mensonge. Donc, il part à la recherche de son père dans l'optique de éventuellement l'assassiner. Le gars est vraiment dans ses idées, hein. Extrémiste. Et finalement, en le rencontrant, il se retrouve face à un gars qui est ultra réactionnaire, qui a un style de vie un peu étonnant, décadent. Ça l'intrigue, et c'est un petit peu cliché. Il devient plus ou moins fasciné par cet individu-là qui est son père. Il commence à le comprendre. Genre d'histoire que tu connais un petit peu, que tu as déjà vu dans des films. Et puis finalement, il adore son père, donc quelque part, il faut qu'il choisisse entre son père et la bande de skinheads dont il est le boss. Et il décide de se retourner contre les skinheads. Et voilà, c'est la grosse... voilà, ça termine en apothéose. Tu regarderas le film si tu as envie, si tu ne l'as pas déjà vu. Luna Park, en fait, c'est un parc d'attractions, tout simplement. Si tu veux savoir à quoi correspond le titre. C'est là où se passent tous leurs méfaits. En fait, c'est là où ils tentent des embuscades aux gens qui pensent être juifs ou qui sont pas, qui correspondent pas à leurs idéaux. Donc c'est pour ça le titre du film. Donc Luna Park, si tu veux le voir, un grand film aussi dans l'histoire du cinéma russe, d'après moi, effectivement, qui est très très marquant, de Pavel Longin. Et on peut pas terminer, on peut pas finir sur le cinéma russe sans parler de Timur Bekmambetov, c'est carrément évident. Donc ça, on est vraiment dans l'ère moderne. L'ère moderne, l'ère moderne, l'ère plus moderne. Ok. Timur Bekmambetov, c'est un gars que j'aimais beaucoup. Pas que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'aime pas trop ce qu'il fait maintenant, honnêtement. Mais que j'aimais beaucoup. Ce gars-là, c'est un russe d'origine kazakh. À l'époque, quand il est né, évidemment, le Kazakhstan appartenait à l'URSS. Donc, il est russe. Il a commencé sa carrière dans le monde de la publicité, et c'est ça qui en fait quelqu'un d'intéressant, c'est-à-dire qu'il a pu vraiment amener autre chose au cinéma russe, une modernité hallucinante, avec notamment l'emploi de CGI, sans avoir beaucoup de moyens financiers. Donc vraiment avec beaucoup d'idées, c'est un gars qui est super malin, quoi.
et beaucoup de créativité du coup. Donc c'est ça qui fait que moi, il m'a vraiment hyper intrigué et j'ai trouvé ça super cool ce qu'il faisait au départ. Son premier long métrage, je vais en parler par après de pourquoi je l'ai aimé, ok? Premier long métrage, en 1994, c'était La valse de Peshawar, que j'ai pas vu, mais bon, je le cite parce que c'est son premier long. À la suite de quoi, il a fait une série télé très rapide qui s'appelait Nashi 90E, 90E, 8 épisodes. Ça doit être assez intéressant parce que j'ai pas vu non plus. Le logline, c'est la vie de 3 personnes au hasard, random, juste après l'ère soviétique. 3 gars qui se rencontrent et on sait pas trop ce qui se passe. Évidemment, ça devrait être intriguant, j'imagine, sinon il ne l'aurait pas fait. Son deuxième long métrage, c'est ce qui a commencé à faire parler de lui. C'est une co-réalisation, il n'était pas tout seul. Ça s'appelle The Arena en 2001. C'est le remake en fait de The Arena de 1974 avec Pam Grier. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, la Black Exploitation. J'ai pas parlé de ce film-là, mais j'en avais parlé. Ça, c'était un film, celui en 1974, qui mettait en scène des belles femmes, et bon, voilà, elles devenaient gladiateurs en étant, comment dire, il y a eu aussi l'adaptation française de The Arena en 2001, qui s'appelait Gladiatrix. Donc si tu te demandes de quoi je parle, c'est Gladiatrix, ce n'est pas un film X, mais c'est un film un peu charmant. Parce que, pour revenir sur celui de 74, il n'y a pas à me griller, etc. C'était des filles qui étaient en petite tenue, etc. Et qui avaient été maltraitées par la gente masculine et qui les forçaient à devenir des gladiateurs. Donc, et elles se battent dans une arène, ça porte bien son nom. Gladiatrix, qui est donc The Arena de 2001, hein, qui est le titre français, The Arena étant le titre américain, donc le remake, lui met en scène des playmates de Playboy. Donc on est quand même dans le même ordre d'idées. Et si tu te rapportes à ce genre de film dans les années 2000, même 90, où c'est des playmates qui jouent, c'est jamais très bon. Les dialogues sont souvent cheesy, elles jouent à peine bien. Les effets spéciaux, on n'en parle pas. Donc, mais c'est ça, c'était un peu un film de commande qu'il avait, donc il a commencé avec ça, ça lui a permis d'un petit peu apprendre dans le milieu du cinéma, malgré son premier film, La valse de Peshawar, qui a l'air d'être un film bien plus, comment dire, sur l'historique, etc. Tu sais, quelque chose qui est bien plus poussé d'un point de vue social, même si j'ai pas vu le film. The Arena, c'est du commercial à 3000%. Il a pu faire ses armes un peu cinématographiques là-dessus, apprendre un petit peu comment ça fonctionne avec les maisons de production, etc. Donc là, il a sorti, et c'est là où j'en viens, il a sorti Nochnoi Dozor en 2004. J'ai réussi à dire le titre en russe. Ça s'appelle Night Watch, en fait, en anglais, que moi j'ai vu. Et là, quand j'ai vu ce film, je l'ai vu avec ma conjointe, on avait été complètement abasourdi par ça. C'est sûr qu'on se disait on va voir un film russe, on n'avait pas beaucoup d'attentes et finalement c'était vraiment super bon. C'était vraiment bien fait, super bien joué, beaucoup de CGI à l'intérieur parce que c'est quand même un film qui est un film de fantastique, quoi, de science-fiction, et un petit peu d'action, beaucoup d'action aussi en même temps. Assez drôle comment c'est écrit aussi. Le personnage principal est hyper attachant. Donc c'était vraiment cool comment c'était fait. Le logline, c'est la guerre entre ceux qui contrôlent le jour et ceux qui contrôlent la nuit. Il y a un clash dans un Moscou moderne. Exceptionnel. Le budget du film, c'est 4 200 000. C'est pas énorme quand même par rapport à la qualité que tu peux voir dans le film. Et le revenu total de ce film-là mondialement, c'est 32 millions. Il a été diffusé aux États-Unis et les gens ont vraiment apprécié. Donc ce film-là lui a permis de fonder sa maison de production qui s'appelle Baselev Productions à Moscou, qu'il a encore. Le film a battu tous les records au box-office russe. Donc c'était le premier film à faire le plus d'entrées au box-office russe depuis le début du cinéma russe. Et il a été battu l'année d'après, en 2015, par un film qui s'appelle Touretski Gambit, qui est une sorte de conte de fées à rallonge, un peu style fresque historique. 2005, que je dis 2015, 2005. Sorte de fresque historique, un peu conte de fées avec des effets spéciaux et tout ça. Ils ont vu que Timur Bekmambetov mettait ça dans ses films, c'est que là, après ça, les autres cinéastes sont partis là-dedans. Hein. C'est sûr qu'il a ouvert une brèche, fait que tout le monde est rentré là-dedans en disant « Ouais, on peut faire ça, nous, on va le faire, c'est sûr. » Donc il a fait ensuite la suite, ouais. Ça m'arrive souvent, hein. Qui s'appelle Devnoy Dozor en 2006. The Watch, la suite de Night Watch, qui lui a un film qui a été beaucoup moins bien reçu par les critiques et par le public. Et je les comprends parce que nous, on a vu le film, on avait été un peu déçus. On avait vraiment préféré le premier, même des effets spéciaux qui étaient
je dirais un peu à la Matrix, mais c'est pas comme Matrix, c'est un peu différent, mais vraiment une créativité dans les effets spéciaux qu'on n'avait jamais vu. C'était vraiment, vraiment cool à voir, c'était vraiment bien fait. La suite était plus, bon, je sais pas, peut-être que le premier avait été fait et c'était la nouveauté. Peut-être que le 2 on savait un petit peu comment ça se passait, donc on était peut-être un petit peu moins surpris, je sais pas pourquoi. Mais le scénario aussi, j'avais trouvé ça un petit peu plus facile, un petit peu plus évident que le premier, moins travaillé. Mais ce film-là était très important dans la carrière de Timur Bekmambetov parce que c'est ça qui lui a ouvert les portes à Hollywood. Donc, il a pu aller faire son premier film en 2008, Wanted, en 2008, avec Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, qui pour moi est un assez mauvais film, mais c'est mon goût personnel. Euh, et à partir de là, il est resté aux États-Unis et à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, il tourne aux États-Unis exclusivement. Il ne tourne plus en Russie. Il a fait 2 films en Russie, mais en fait, il a participé à des segments qui étaient un peu des films pour Noël. Donc, il a fait un des segments. Il demandait à plusieurs réalisateurs russes de participer à ça, avec des effets spéciaux qui étaient une sorte de conte. Mais en dehors de ça, c'est devenu véritablement un cinéaste américain. Wanted, j'ai vraiment pas aimé. Ça reprend l'idée Night Watch, Day Watch, fait que c'est sûr que si t'as pas vu Night Watch et Day Watch puis que t'as vu Wanted, quel drôle d'accent, l'accent russe, accent allemand, euh, c'est sûr que tu vas dire oh ouais mais c'est ça Night Watch c'est quand même voilà c'est quand même moins bien fait ou c'est quand même au cliché ça reprend un petit peu les idées de Wanted mais il faut te remettre dans le contexte de l'époque. Night Watch était le premier film du genre donc si tu te remets dans le contexte de l'époque dans l'histoire tu vas tout de suite voir que c'est quand même phénoménal comme film donc d'après moi c'est pour ça que c'est un très grand réalisateur un très grand réalisateur pas maintenant, mais je pense que c'est un bon réalisateur à cause de ces 2 films-là, Night Watch et Day Watch, même si Day Watch avait été moins bien fait que Night Watch, un peu moins réussi, c'est quand même quelque chose que moi j'englobe, les 2 films, dans une sorte de continuité narrative, et dans une continuité narrative, et je pense que c'est très très réussi, très honnêtement, très réussi, surtout Night Watch. C'est pour ça que là, il y avait une créativité personnelle qu'il aurait dû s'attacher à garder et qu'il n'a pas gardé, très certainement au profit des producteurs américains qui mettent toujours leur grain de sel dans les productions. Si toi, tu ne mets pas suffisamment de cash, tu ne trouves pas ta maison de production ou de coproduction, comme même Night Shyamalan, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, avait pu faire, pour avoir plus de créativité dans le processus de réalisation de ton film. Ce qui n'est pas le cas pour Timur Bekmambetov. Ça explique pourquoi. Wanted, j'ai pas aimé. Il a fait, pour donner une idée, Abraham Lincoln Vampire Hunter en 2012. Ouais, j'ai détesté ce film-là. Il n'y a rien de bon dans ce film-là. C'est cliché, c'est mal fait. Abraham Lincoln, un chasseur de vampires, honnêtement. Ben-Hur en 2016, le remake, inutile. Pourquoi faire un remake de Ben-Hur? Pas très bon non plus. Avec Jack Huston et Toby Kebbell. Toby Kebbell que tu connais sûrement. C'est lui qui était dans Kong Skull Island en 2017, que j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un bon film. C'était pas si mal. J'étais très très surpris par Kong Skull Island. Je m'attendais à un film quand même plus nul et ultra commercial, mais finalement c'était assez bien réalisé, assez bien. Je suis pas là pour parler de ce film-là. Je sais pas pourquoi je m'en parle. Mais vite, vite, vite. C'était bien réalisé, bien fait. Et c'est un gars qui est issu un petit peu de l'univers comic book, il me semble. Je me souviens plus ce que j'avais vu sur lui. Donc il n'est pas habitué un petit peu au média cinéma, il avait fait ça d'une manière un petit peu différente et j'avais trouvé ça très très original et des dialogues qui étaient quand même assez drôles. Bref, Toby Kebbell, voilà, il jouait là-dedans, puis il jouait aussi Kong, hein, c'était lui aussi qui le personnifiait avec tous les capteurs et tout pour faire le CGI, mais il a aussi un rôle en tant qu'être humain, on va dire, dans le film. Il personnifie aussi un des singes dans la nouvelle monture de Planet of the Apes, je pense le dernier qui en date, il était un des singes avec Andy Serkis. En ce moment, il a produit Unfollowed, qui est un film horreur qui date de 2018 mais qui n'est pas encore sorti, ou Liked en 2019, qui est une comédie. Et je ne pourrais pas finir sans parler de Wanted Partout, parce qu'il va y avoir un Wanted 2 dont il parle depuis 2018, ça fait vraiment... non, même pas depuis 2018, depuis 2013, il parle de Wanted 2. Le premier date de 2008, donc il y a 11 ans, on est en 2019, et il parle du 2 depuis 2013. Et le 2, finalement, Angelina Jolie, si tu veux le savoir, ne jouera pas dedans. Elle a déjà refusé de jouer dedans, donc elle ne sera pas dans le film. Le film, ils sont en train de travailler dessus, c'est en développement. Ils sont en train d'écrire le scénario. Je ne sais pas si lui va être aux commandes au niveau de la réalisation et du scénario, j'en ai strictement aucune idée. Le film est censé sortir en 2020. Bon,
C'est avec James McAvoy encore. On verra s'ils font mieux que le premier, mais pour l'instant, je suis pas mal déçu par tout ce qu'il fait aux États-Unis, j'aime pas trop ça. Donc, Timur Bekmambetov, si tu veux savoir pourquoi il est bon, on va voir Night Watch et Daywatch la suite, c'est toujours intéressant de voir la suite. Et surtout Night Watch, très très grand film. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était en ce qui concernait, comme je dis d'habitude, le cinéma russe. C'est sûr qu'il y a plein d'autres films. Si tu as des exemples de films russes, je t'invite à les laisser dans les commentaires naturellement. Il n'y a aucun problème. Et si les autres, tout le monde, vous vouliez des commentaires et être d'accord avec ce que cette personne a dit, pourquoi pas. Et ça pourra même donner des suggestions de films à regarder. Donc, c'est toujours cool. Et je voudrais en profiter pour remercier tout le monde sur la chaîne. On n'est pas super nombreux, mais tout le monde est super cool. Donc les commentaires sont toujours ultra positifs. Ça fait plaisir. Donc merci beaucoup à tout le monde de toujours être positif comme ça. Et voilà, je trouve ça cool. C'est bien. Je voulais juste partager mon émotion à ce sujet-là. C'est fun. Pour le reste, après, c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions, des commentaires dans les commentaires. Donc, évidemment, comme je le disais, d'autres exemples de films russes, pourquoi pas. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, c'est sûr. Et puis, c'est sûr. Et puis, on se retrouve à la prochaine.